Éloge du savoir. Aujourd'hui, le Collège de France. Nous poursuivons ce matin l'enquête métrique dans la composition du texte du Yasna et singulièrement sur le Homstod, qui est l'éloge masdéen de l'ivresse dans l'Avesta. Jean Kellens, dans ce cours consacré aux questions actuelles de philologie et de religion zoroastrienne, travaille sur et à partir de la traduction et le commentaire par Éric Pirard de ce texte publié aux éditions de l'Harmattan. Il nous présente là non seulement un travail récent, mais aussi les débats contradictoires entre érudits qu'il entretient avec l'auteur de cette traduction, qui est professeur à l'Université de Liège. Cette méthode nous permet d'entrer au cœur même de l'actualité savante sur le texte sacré des Masdéens. Ces derniers jours, Jean Kellens a éprouvé pour nous la validité des méthodes employées par Éric Pirard et notamment l'analyse métrique, ce qui nous permet d'entrer de plein pied dans la langue et le rythme du texte, rythme presque entièrement octosyllabique. À partir en effet de l'éloge masdéen de l'ivresse, qui retranscrit les hymnes dialogués de Zarathustra avec Ahura Mazda, se posent toutes sortes de questions essentielles sur la composition, le sens du texte sacré et sur son histoire. C'est là l'objet des cours que nous avons écoutés cette semaine et que Jean Kellens propose de prolonger aujourd'hui. Quelle est la composition du Yasna 9? Le corps de 1 à 2 est ce que j'ai appelé le frashna d'identification. Donc c'est un interrogatoire. Zarathustra demande quelque chose, on lui répond. Identification, car l'interrogatoire pose la question de la personnalité de l'interlocuteur. Zarathustra dit à Hauma, qui es-tu? Et le Hauma lui répond en disant qui il est et ce qu'il attend de Zarathustra. Donc, grand passage beaucoup plus long, de 3 à 15, c'est un frashna anthropogonique. Question-réponse entre Zarathustra et le Hauma, mais la question porte cette fois-ci sur l'histoire mythique, en quelque sorte. Zarathustra interrogeant le Hauma sur les premiers pressureurs, sur les premiers hommes qui l'ont pressuré, et le Hauma lui répond donc qu'ils ont tenu une descendance, et cette descendance est constituée de quelle sorte? Qu'il s'agit d'une sorte de détermination de l'apparition de l'homme dans le monde. En 16, une transition, Verbruchstück, dirait Lommel, mais attention, cette fois-ci, en dehors de la phrase d'introduction, Zarathustra dit, le nemo, l'hommage à Hauma, est métrique, cette fois-ci. C'est un hommage métrique, donc une formule cohérente et complète. Enfin, de 17 à 32, la seconde partie du Homstod, l'autre moitié, il s'agit d'un catalogue de demandes. Mais ces demandes sont rédigées d'une manière rhétoriquement très diverse. 17 et 18, la demande est exprimée par le verbe nimrou, à la première personne du singulier, à une exception près. Or, nimrou, c'est-à-dire, voilà ce que j'attends. J'attends ceci de toi. Et une série de bienfaits. Durant 2 strophes. 19 à 21, Yanem Jaidiemi. Je fais cette demande. Je demande cette demande, littéralement. Formule étymologique. C'est en 21 que se situe un passage un peu différent où justement nous trouvons curieusement une demande à l'optatif à la première personne du pluriel. Donc il y a une petite rupture en 21. Le 22-24 est un passage justement où Hauma apparaît à la 3e personne du singulier. On ne s'adresse plus à Hauma, mais on dit ce qu'il fait. Oh, il y a un rapport avec la demande, car ce que l'on envisage, c'est ce qu'il donne.
tu donnes ceci, il donne cela, Hauma donne ceci, donne cela. 25-26, on revient à la deuxième personne, 25-26, mais d'une manière assez curieuse. Une formule en ushta, à volonté pour toi, à souhait pour toi, et puis une strophe métriquement curieuse où l'on envisage l'une des actions fondatrices que Mazda Frate Mazda Bharat, il faut inverser. Donc deux strophes assez curieuses. Enfin, en 27-29, j'envisage comme un tout, quoique l'on trouve une formule en Upamru. Donc j'aspire à ceci. Puis une strophe à l'impératif, donc la demande est directe, plus une strophe à l'optatif. Donc, la distribution des demandes est rhétoriquement différente, mais j'en fais un tout parce que toutes ces strophes sont puissamment réunies par la concaténation lexicale, phénomène dont nous avons déjà parlé. C'est-à-dire que la cohésion interstrophique est assurée par la répétition d'un mot. Enfin, 30-32, demande à l'impératif, toujours 30-32. Ce sont des strophes qui constituent un ensemble cohérent parce qu'il y a un système de ritournelle. C'est-à-dire qu'on envisage, on demande à Hauma de frapper certains adversaires, l'énumération de ces adversaires est faite, ils diffèrent, et ils sont différents d'une strophe à l'autre, ils diffèrent bien sûr. Vous voyez que ici il se pose une réelle question d'homogénéité. On peut se demander si ce texte n'est pas l'assemblage de morceaux différents. Maintenant, la question du jour, la question essentielle, qu'est-ce que la métrique nous apprend sur l'éventuelle histoire de la composition de ce texte? D'un point de vue théorique, nous devons imaginer que ce processus de composition a pu s'établir en 4 phases. La première phase, c'est évidemment la rédaction des morceaux particuliers qui ont été assemblés dans le Homestone. Est-ce que la métrique nous apprend quelque chose sur la composition de chaque morceau spécifique? Deuxième phase théorique. Je parle en théorie, j'insiste, je parle en théorie. C'est l'élargissement du Homestone, c'est-à-dire l'assemblage de ces différents morceaux. L'assemblage, c'est-à-dire l'assemblage de morceaux autour de ce bloc central qui est le yasnadis, font l'amplification du yasnadis par le raccord de quelques morceaux particuliers pris ailleurs. Troisième phase théorique, c'est l'introduction de ce Homestone élargi dans le livre du Yasna. La quatrième phase possible, c'est le découpage du Yasna en strophes et en haïti, en chapitres et en strophes. Phénomène sur lequel nous avons peu d'éclairage, très peu. Or, vous voyez bien que ces phases sont théoriques parce qu'on peut très bien considérer qu'en fait elles se recouvrent. Comment? Eh bien, je formulerai les choses comme ça. Les fragments qui élargissent le yasnadis ont été assemblés dans le but d'introduire dans le yasna un Homestone nouvelle mouture, un Homestone élargi, étant bien entendu que le découpage en chapitres et en strophes est concomitant de la constitution du yasna. En quelque sorte, on pourrait très bien considérer du point de vue théorique que les 4 phases que j'ai distinguées n'en constituent qu'une. Enfin, il y a eu en quelque sorte un remodelage drastique de l'ensemble du texte afin de constituer le livre du Yasna et de lui donner une structure de chapitre et une structure en strophe. Éric Pirard nous dira peut-être son avis. Il y a quelque chose, me semble-t-il, ou peut-être je le comprends mal, mais il nous donnera les éclaircissements peut-être tantôt, je le lui demanderai. Lorsque je le lis,
j'ai l'impression que l'hypothèse d'une opération unique, un recouvrement des 4 phases théoriques, est celle qu'il retient. J'ai cette impression parce que l'explication qu'il donne à la structure du Romstone Cocktail et à sa situation dans le yasna est fondée sur une hypothèse arithmologique. C'est-à-dire que le nombre de chapitres, 3, du Romstone, et le nombre des strophes de chaque chapitre paraît dicté par des considérations numérologiques. Qu'est-ce qui fonde cette hypothèse numérologique? Eh bien, c'est que si l'on se fonde sur la récurrence dans le yasna d'un texte que l'on appelle traditionnellement, d'après son premier mot, vasascha, ça veut dire « et la volonté », vasascha, c'est 4 strophes, parfois 5, selon les cas, rédigées à l'optatif aoriste. Eh bien, si l'on dénombre le nombre de chapitres du yasna que la répétition de cette formule sépare, nous arrivons à une composition du yasna qui représente ceci. 8 strophes, plus 3, plus 42, plus 8, plus 8, plus 3, plus 1. Cette configuration, aux yeux de Pirard, ne paraît pas l'effet du hasard. Mais, pour moi, oui, car il y a très peu de choses communes. Très peu de choses communes, n'est-ce pas? Et il y a tout de même des faits inexplicables. C'est le caractère massif du morceau central, l'isolement d'une strophe particulière à la fin du livre. Enfin, il nous reste les successions de 8 chapitres et de 3 chapitres qui peuvent, selon la sensibilité, paraître ou non impressionnantes. Ce n'est pas seulement une question de sensibilité. Je dirais que ce qui me paraît, peut-être dans un cas comme ceci, contrarier l'hypothèse arithmologique, c'est le choix d'un critère parmi d'autres. Car le Vasascha n'est pas le seul texte répété à l'intérieur du livre du Yasna. C'est une répétition parmi d'autres. Alors se fonder sur elle seule pour en déduire une hypothèse de composition arithmologique me paraît hasardeux. Donc voilà pour ce qui concerne le nombre de chapitres. Le nombre de strophes à présent, ici nous sommes en accord total. Je ne crois pas, je crois que cet accord provient du travail commun que nous avons fait sur l'Avesta ancien et de l'hypothèse commune, de la représentation commune que nous avons de l'Avesta ancien. Souvenez-vous, ça s'est discuté, ça s'est beaucoup discuté avec Madame Jamison quand elle est venue faire ses conférences. On en a parlé au petit colloque du mois de mai aussi, n'est-ce pas? Il y a aujourd'hui un affrontement entre 2 représentations de l'Avesta ancien et surtout du corpus des Gatha. Faut-il considérer que l'unité textuelle des Gatha est le chapitre? Ou est-ce la Gatha tout entière? 4 des 5 Gathas sont composés de plusieurs chapitres. Comme nous sommes, notre opinion, Pirard et moi, est que l'unité foncière, n'est-ce pas, du texte gathique, c'est la Gatha. Il y a 5 Gathas et que chaque Gatha constitue un texte complet, n'est-ce pas, et dont les diverses Haïti ne sont que les membres. Dès lors, il nous était assez difficile. Nous considérons donc que la séparation en chapitres des Gathas est une opération de diacévase, mot que j'ai commenté l'autre fois. C'est l'œuvre d'un arrangeur de textes. Dès lors, nous ne pouvions pas manquer, dès que nous avons cette représentation du corpus gathique, nous ne pouvions pas manquer de remarquer un fait curieux, qui là, me semble-t-il également, ne peut pas relever du hasard. C'est que chaque strophe gathique, chaque chapitre du Romstone observe un ordre, se trouve en ordre de longueur décroissante, comme les Gathas.
les gathas sont rangés, sont ordonnés en ordre de longueur décroissante. Donc, la diminution du texte peut se définir de la manière suivante. Le yasna 9 comporte 32 strophes. Le yasna 10, 21 strophes. Et la partie du Homestome qui se trouve dans le yasna, 11, porte 10 strophes. Donc, un multiple de 11 moins 1. Ceci, c'est 33 moins 1, 22 moins 1, 11 moins 1. Oui, et chaque chapitre décroît de 11 strophes. Ici, donc 32 moins 1, moins 11, pardon, 21 moins 11. Or, ceci correspond très certainement à une particularité gathique qui est le fait que l'arrangeur du texte, le Diacévaste, qui a procédé à la mise en chapitre de chaque gatha, a, chaque fois que ça lui était possible, mais sans fanatisme, il ne forçait pas les choses, semble-t-il, il fallait que cela fût possible, avait une préférence marquée pour les chapitres comportant 11 strophes. 11 strophes. Ou un multiple de 11. Il y a un chapitre dans la première gatha de 22 strophes. Mais ce système n'a pas été mené de manière sous la contrainte. Si le matériel dont il disposait ne le lui permettait pas, on trouve des haïtis de 15, 16, 14 strophes. Donc, un système préférentiel, ce que nous avons appelé l'endécatropisme de la structure des gathas. Bien. Or, il semble que ce fait-là ait inspiré certainement aussi l'arrangeur du Homestome. Donner un nombre de strophes inférieur d'une strophe à 11 pour chaque chapitre peut être compris comme un signe de révérence envers le corpus gathique. Vous voyez, nous faisons comme dans les gathas, mais puisque le Homestome est un texte moins sacré, moins impressionnant dans la vie religieuse des communautés masdéennes, il y aura une strophe en moins. C'est une sorte d'acte de révérence envers le corpus gathique, de soumission aussi au système religieux que peuvent exprimer les gathas. C'est donc là un fait que l'on peut certainement considérer comme volontaire. Il y a une intention dans ce découpage. Il y a une intention, très certainement. Maintenant, comment faut-il l'interpréter ? C'est très difficile, car ici, il n'y a que 3 chapitres, me direz-vous, donc le hasard peut avoir bien fait les choses. La répartition en 11 moins 1 était peut-être assez facile, mais en tout cas, faut-il considérer que l'arrangeur a voulu plier les faits à ce découpage, peut-être avec une certaine coercition. Il y avait 2 moyens de le faire. Retrancher des strophes, si le découpage envisagé n'était pas possible. Si l'on a retranché des strophes, la situation est désespérée. Nous ne le saurons jamais. Ça ne se voit pas. Il n'y a pas de cohérence suffisante dans le passage d'une strophe à l'autre dans un texte comme celui-là pour que nous puissions faire l'hypothèse que le texte a pu être modifié de cette manière-là. L'autre solution, c'est évidemment d'ajouter des strophes. Le problème ici, c'est qu'il faut le pouvoir. Il faut le pouvoir, c'est-à-dire disposer d'un matériel original dans lequel on peut puiser des strophes. Donc il faut que cette opération ait été menée à une époque où le matériel textuel avestique était encore grand, constituait un très grand réservoir.
il y a d'autres moyens plus discrets. Je pense surtout à ceux-là. C'est revoir le modelage strophique. Il est tout de même intéressant de constater, n'est-ce pas, que les strophes du Home-Stome sont de longueur terriblement inégale. Il y en a de très longues et il y en a de très brèves. Donc peut-être que on a pu démultiplier les strophes d'une manière ou d'une autre par cette question-là. Alors maintenant voilà, cela pour vous dire que les quelques faits, ces deux faits-là, n'est-ce pas, les considérations arithmologiques qui me paraissent fonder l'idée d'une opération tout à fait monolithique, un arrangement définitif de morceaux afin d'introduire le texte dans un yasna déjà considéré comme possédant tel chapitre et telle strophe me paraît peut-être difficile à accepter. Ensuite, je voudrais attirer votre attention sur une question qui est tout de même très révélatrice, je vais dire, de notre malaise intellectuel devant des problèmes comme ceux-là, et de ce qui est en définitive, il faut bien l'admettre, je le reconnais entièrement pour ma part, des difficultés réelles que nous avons à raisonner. Nous sommes au fond au bout de nos capacités de spéculation, n'est-ce pas? Peut-on se poser la question, nous le faisons tous, Éric Pirard l'a fait, je l'ai fait devant vous, peut-on vraiment poser la question de la place du Home-Stome dans l'Avesta sassanide, si, alors que nous le posons tous les deux également, le yasna est aussi ancien, voire plus ancien que l'Avesta sassanide? Il me semble qu'une question comme celle-là, n'est-ce pas, ces deux questions sont inconciliables. Ce sont deux choses inconciliables. Car poser une question comme celle-là, cela implique au moins la spécificité de la phase 2 théorique dont je vous parlais, c'est-à-dire la mise en forme d'un Home-Stome élargi, indépendant du corpus du yasna. Si le Home-Stome avait une place dans l'Avesta sassanide, c'est qu'il existait sous une forme indépendante dans un autre corpus textuel. Le problème, c'est que nous n'avons pas de témoignage à cet égard-là. Sans quoi, il n'y aurait eu dans cet Avesta que les menus fragments qui ont été réutilisés. Et la question de la localisation de ces fragments se poserait pour chacun d'entre eux. Or, à l'exclusion de l'interrogatoire anthropogonique, n'est-ce pas, ce sont des fragments qui ne sont pas attestés par ailleurs. Ce sont des fragments originaux que nous ne trouvons que dans le Home-Stome. La question du frashna anthropogonique qui recouvre en partie le formulaire des catalogues de sacrifiants des yachts se pose d'une autre manière. Alors, si vous le voulez bien, nous allons nous poser la question de confronter au schéma des 4 phases théoriques les diverses traces d'agencement, les diverses traces d'arrangement du texte que nous possédons. Bon, la question du raccord, avec l'allusion au temps du pressurage, Ratu Havani. Cette idée de temps du pressurage matinal étant une idée qui hante littéralement les premiers chapitres du yasna, il est clair que cette phrase a été introduite en tête du texte dans la perspective de l'arrangement du yasna. C'est l'arrangement du yasna ici qui a fait foi. Il s'agit de donner une place claire, n'est-ce pas, d'arrimer de manière tout à fait explicite le texte du Home-Stome au corpus du yasna. Cela c'est clair, mais c'est peu de choses. Le frashna d'identification. J'ai exposé le problème la dernière fois en vous montrant comment la métrique avait pu s'estomper, alors que le yasna 9.2, c'est-à-dire la réponse du Hauma à Zarathoustra, est parfaitement métrique. La question que Zarathoustra pose au Hauma, et qui déclenche évidemment la réponse, n'est pas métrique, quoiqu'elle dispose de 2 clausules métriques, comme je voulais. Donc, j'en avais conclu qu'il fallait bien voir que le rédacteur de ces morceaux particuliers avait fait la rédaction de ce fragment
alors qu'il ne s'estimait plus absolument contraint par une métrique octosyllabique. Les nécessités du message à délivrer le rendaient, dans sa sensibilité, libre de quitter le domaine de l'octosyllabe. Ce qu'il a fait dans un texte qui présente une très forte cohérence de sens. Il a sacrifié délibérément des possibilités métriques. Il est intéressant aussi de voir à cet égard la manière dont la question métrique se pose en rapport avec la composition du texte dans le Frashna anthropogonique. Frashna anthropogonique pose aussi un problème très curieux. D'abord, la phrase d'introduction montre qu'il y a eu un raccord malheureux. Un raccord malheureux. Elle a été transposée dans le premier. Nous ne connaissons pas la phrase d'introduction à la question. La question est directe. On pose la question à Hauma sans préciser qui parle. On peut imaginer que c'est Zarathustra, mais c'est à travers l'écran du Nemo Haumai. Donc, du Verbruchstück, de la phrase de rupture de Lommel. Or, les choses se posent comme suit, se présentent comme suit. Pour la question, je donne l'exemple de la troisième strophe. Casse-toi, question. Puis, une clausule octosyllabique, répétitive, à l'exclusion de l'ordinal. Pa oirio, haoma, machio. 3 syllabes, 2 syllabes, 3 syllabes. Oui, c'est le problème du yo, du suffixe ya, n'est-ce pas? Mais ici, dans l'ordinal, le changement d'ordinal ne crée pas de difficulté. Ce qui en crée, c'est la forme interrogative qui est donnée au matériel formulaire. La réponse est répétitive, n'est-ce pas? Au lieu de la Kita comme premier homme pressuré pour le bien de sa vie osseuse, vient le nom de l'homme dont il s'agit. Le premier homme, Li Wangkang, membre. Ici 2 syllabes. L'introduction d'un nom comportant 3 syllabes mène donc 4 syllabes. Ce n'est pas de la régularité métrique. Oui, le reste suit une formule aussi. Ne pas reprendre le vocatif. Or, donc la formule devient, avec l'absence du vocatif, machio. Oirio machio. Et puis, la répétition, présentée sous forme affirmative. Ha armai afish navi. Et tat, au lieu de chit, donc, le changement de forme ne change rien à la régularité métrique, contrairement à cette formule qui ne compte plus que 6 syllabes. Oui, la régularité métrique est rétablie. Qu'est-ce que ceci peut nous enseigner? On voit bien que peu de choses, a priori peu de choses, telles que le problème se pose avec les 2 premiers pressureurs et le 4e. Ça nous apprend peu de choses parce que l'on voit bien que ce qui fait problème, c'est évidemment la forme interrogative qui entraîne une formule de 2 syllabes. Ça pourrait être aussi, dans une certaine mesure, l'ordinal dans la réponse. Quelque chose, la disparition d'une mention du Hauma dans la réponse, c'est le Hauma qui parle, il ne peut pas se mentionner lui-même. Il est normal qu'il ne s'introduise que dans le pronom membre de la première personne. Cela fait un problème. Donc il y a un problème dans
le cas de la question, il y a deux problèmes dans le cas de la réponse. Le nom du pressureur et la disparition de toute mention du nom de Haouma dans ce qui pouvait paraître comme un octosyllabe dans la forme interrogative, avec l'emploi du vocatif. Toutefois, il y a un fait assez curieux. C'est le troisième pressureur. La question, ça ne change pas. Hein, casse-toi, etc. Mais la réponse est ceci. Trita, c'est le nom du troisième pressureur. Samanam, Sevishto. Allez, je traduis de manière très conventionnelle. Trita, le plus puissant des Sama, du clan Sama. Le fait que l'on accorde à ce pressureur une série épithétique fait apparaître un octosyllabe. Donc, le changement de choix formulaire ici montre que l'arrangeur du passage, le metteur en frashna, disposait d'un matériel octosyllabique que pour des raisons que nous ne connaissons pas, il n'a pas cru bon d'utiliser avec les deux premiers pressureurs et n'utilisera pas non plus avec le quatrième. Alors, tritio, membre, le pronom personnel moi est introduit dans le deuxième hémistiche, si je puis dire, et ne donne pas un résultat métrique satisfaisant, puisque il n'y a que 7 syllabes. Bien. En quelque sorte, si vous voulez, il me semble pas que ce phénomène montre, dans une certaine mesure, qu'il y a eu dans ce frashna deux types possibles de remodelage du matériel. Celui des pressureurs 1 et 2 et 4 et celui du pressureur 3. Alors, nous pouvons rêver, c'est une hypothèse, mais elle est dans une certaine mesure assez naturelle. Est-ce que l'on ne pourrait pas reconstruire, ne pourrions-nous pas reconstruire un matériel original qui serait le suivant? L'homme X, Trita, le nom des pressureurs, plus des épithètes. Donc, le nom d'un homme, plus des épithètes qui lui sont décernées, faisant un compte de 8 syllabes. Nous avons un exemple ici, c'est le seul. Puis, à condition que ce texte ait existé avec mention du Haouma à la troisième personne, Pauirio, Tritio, peu importe, je prends celui-ci, Tritio, Haumum, Machio. C'est un octosyllabe. Puis, la suite d'octosyllabes que nous connaissons. Remarquez que cette formule, nous l'avons presque, n'est-ce pas? Ce n'est que la mise à la troisième personne de la formule vocative que nous trouvons ici. Ceci me laisse donc penser que le rédacteur, disons le rédacteur puisque nous ne pouvons pas le considérer de plein droit comme un auteur, que le rédacteur du frashna anthropogonique disposait d'un matériel octosyllabique où il était question des premiers pressureurs de Haouma à la troisième personne. Il a dû, bien entendu, modifier ce texte par le système de questions et réponses pour en faire un frashna, un interrogatoire. Donc on peut faire l'hypothèse que le texte que nous possédons, qui est intégré au Homestone, est la mise en interrogatoire, la mise en frashna d'un plus ancien,
catalogue de pressureurs. Vous savez, hein, le catalogue de pressureurs, nous avons parlé du catalogue comme type rhétorique, hein, nous en avons un exemple. Ce sont les catalogues de sacrifiants. Les plus anciens éditeurs savent que nous en avons parlé plusieurs fois il y a quelques années, pas où tous les yachts énumèrent dans leur progression une série de sacrifiants à la divinité envisagée. Un tel a sacrifié, un tel a sacrifié. La différence avec le catalogue des pressureurs est simplement que la liste des sacrifiants à la divinité est ouverte, n'est-ce pas? L'acte de sacrifice est une obligation qui s'impose à tous. On peut donc, selon les goûts, élargir à souhait le catalogue. C'est ce que l'on fait. Le catalogue du H5 est beaucoup plus long que le catalogue du H9-17. Hein. Donc il y a là c'est peut-être un des textes, les catalogues peuvent être des textes à géométrie variable. Celui des pressureurs de Hauma apparemment ne l'est pas. Il ne l'est pas. Le signe qu'il ne l'est pas, c'est le soin qui est mis, n'est-ce pas, à donner l'ordre, n'est-ce pas, de ces pressureurs. Le premier, le deuxième, le troisième, le quatrième. Les 4 pressureurs archétypiques qui, par leur progéniture, ont donné naissance à l'humanité, n'étaient pas multipliables à souhait. Il n'y en avait que 4. Donc c'était un catalogue limité. Alors, un fait comme celui-ci nous donne, n'est-ce pas, l'idée que la phase 1, c'est-à-dire l'aménagement des morceaux particuliers, est un processus indépendant de la mise en forme du Homestome élargi. Nous devons donc supposer que c'est une hypothèse qui est peut-être un peu, qui donne un certain vertige, mais nous savons tous confusément que cela correspond à une certaine réalité. Que les textes avestiques que nous avons sont des réarrangements de textes que nous ne possédons pas. Les aménagements de textes que nous ne possédons pas. Nous le savons tous confusément. Lazare l'a posé. Il l'a posé d'une façon que je ne puis pas admettre. Ce n'est pas la zoroastrianisation de textes qui n'étaient ni zoroastriens ni mazdéens, dit-il, qui a entraîné les difficultés vis-à-vis de la métrique. Non. Adim persat Zarathustra demanda, est un parfait octosyllabe. Il y a des termes et même des clausules de phrases typiquement, je vais dire zoroastriennes entre guillemets, mais qui paraissent en tout cas appartenir au cœur le plus dogmatique et le plus orthodoxe du mazdéisme zoroastrien, qui sont introduits dans le Homestome, et ces clausules sont parfaitement octosyllabiques. Comme lorsque, dans ces demandes, Zarathustra demande à Hauma qu'il puisse apparaître sur la terre avec telle qualité, oui, Daiwo, Ahurat Kaisho. C'est un parfait octosyllabe et c'est une clausule du Fravarané dont nous parlons à partir de la leçon prochaine. Or, le Fravarané passe à tort, je vous le dis tout de suite, mais je ne suis pas dans la perspective qui est la mienne, je ne peux pas le dire autrement, passe pour le credo du mazdéisme zoroastrien. C'est l'analogie qui est établie en général. Je ne suis pas d'accord avec cette perspective, mais puisque c'était la perspective de Lazare, je l'adopte un instant pour la réfuter. N'est-ce pas ? Si l'on considère que le Fravarané est le credo de la doctrine zoroastrienne, il faut considérer que ça appartient véritablement au noyau dur de la doctrine. Or, nous la trouvons dans le Homestome. Et c'est un octosyllabe. La question n'est donc pas de retrouver, à travers les textes que nous avons, une littérature iranienne ancienne, avestique, pré-zoroastrienne ou pré-mazdéenne. Ce n'est pas ça qui est en jeu. Il me semble que ces textes, cet urtexte, comme diraient les Allemands, ce texte original que nous n'avons pas, mais qui a été mis dans une forme nouvelle, nous ne connaissons pas, bien sûr, dans quel cadre il était rédigé. On peut imaginer qu'il s'agissait d'hymnes à la mode védique, peut-être, oui, mais que ce qui a rompu la régularité métrique,
c'était de l'insertion de ce matériel dans des textes d'un genre rhétorique particulier. On a voulu introduire peut-être un catalogue de pressureurs à l'intérieur d'un frashna. Et c'est le cadre de ce genre rhétorique particulier, l'interrogatoire, qui brise la régularité métrique de notre texte. Je crois que Éric Pirard, c'est pour ça que je dis que nous suspectons tous une situation de ce genre, est certainement convaincu que quelque chose de particulier a pu se passer avec les yachts, puisque, comme il l'a montré dans un article du journal asiatique, d'Estudia Asiatica de Bucarest, souvent dans les yachts, c'est la combinaison des formules octosyllabiques avec le verbe qui dicte le genre des yachts, un sacrifice, yazamaide, nous sacrifions. C'est le passage au yazamaide qui détruit la régularité métrique, parce que le texte se plie à un genre particulier, le genre yasna, le genre sacrifice. Pour prendre un autre exemple, comme nous le verrons, voilà une clausule métrique, n'est-ce pas, qui survient dans le Fravarane. La formule du Fravarane, de ce qu'on a appelé le credo zoroastrien, contient des formules métriques, des formules octosyllabiques. Mais le mot de base, Fravarane, n'entre pas dans le schéma métrique. C'est là aussi l'insertion, n'est-ce pas, d'un matériel préexistant, mais dont nous ne pouvons pas juger de la forme originale, parce que nous n'avons qu'un témoignage là-dessus. C'est l'insertion de ce matériel à l'intérieur de cadres rhétoriques probablement figés et nouveaux qui posent un problème. C'est une hypothèse de perspective. Je ne peux pas la démontrer pour l'instant. Nous pourrons peut-être la confronter un jour, peut-être l'année prochaine, avec la métrique de certains yachts et le message de certains yachts. Donc, si vous voulez, les 4 phases théoriques que j'ai postulées, je pense effectivement que nous devons distinguer la mise en forme des fragments particuliers et l'insertion de ces fragments en élargissement d'un corpus consacré au soma. Oui, mais cela n'est pas encore d'une très grande précision. Il y a une autre zone, vous disais-je, où les irrégularités métriques sont extrêmement fréquentes. Si fréquentes même que l'on peut considérer que le matériel utilisé, lui, n'était pas en vers. Ce sont les passages démonologiques. Ce sont les passages démonologiques. Les passages démonologiques se situent en règle générale dans le homestome à la fin de chaque partie constitutive des demandes. C'est-à-dire que les demandes s'établissent en ce que Renou appelait le système de la contrepartie. Consiste à demander quelque chose de positif aux divinités, un bienfait pour soi, et puis de demander quelque chose de négatif à la divinité, c'est-à-dire quelque chose de mauvais pour ses adversaires. Phénomène de contrepartie, c'est ce que Cherveux appelait, vous vous en souvenez, nous y avons fait allusion quelquefois, n'est-ce pas, la rhétorique praise and blame. Donc la rhétorique qui consiste maintenant à louer, et puis tout de suite après, en opposition, à blâmer quelque chose d'autre. Bon, c'est une question de terminologie. Donc la contrepartie, elle se trouve en 18, passage démonologique, bourré d'irrégularités métriques. Le passage ici, aussi à la fin du Yana, strophe 21, passage démonologique. Strophe 24 du passage à la 3e personne, strophe démonologique. Donc les strophes démonologiques se situent, n'est-ce pas, à l'intérieur des demandes, et elles considèrent, et elles provoquent une rupture avec la métrique régulière. Que peut-on en inférer? Peut-être, ici je ne peux rien en inférer sur mes phases théoriques de la composition du yasna ou sur le processus de composition du texte, parce qu'il peut s'agir de quelque chose de tout à fait spécifique. Il est possible que le texte ait été amplifié
est accueilli des interpolations de passages démonologiques à une époque particulière, parce qu'à cette époque particulière, on aimait ça. C'est-à-dire que l'on aimait la rhétorique de contrepartie, où l'on a accordé une importance particulière à la technique de contrepartie. Il s'agissait donc d'élargir le texte en y introduisant une certaine partie démonologique. Voici donc une possibilité. Mais ici, je ne peux pas rattacher cette possibilité à aucune des phases particulières que nous avons pu suspecter dans l'arrangement définitif du Homestone tel que nous possédons aujourd'hui dans l'édition du Yasna. Alors, je voudrais faire remarquer, avant que nous nous séparions, une autre chose. Je pense que la phase 2, c'est-à-dire la constitution d'un Homestone élargi par assemblage de fragments divers, était guidée par une intention. C'est peut-être ici une hypothèse qui me sépare aussi d'Éric Pirard. Cela s'est produit à une époque donc où l'on voulait donner un certain sens au texte. Je vais en donner un exemple immédiatement. L'interrogatoire anthropogonique. Eh bien, il a pour effet sa présence au début du Homestone. C'est le début. Après l'identification de strophes, commence ce passage anthropogonique. Son insertion au début du Homestone fait du texte une chose extrêmement fréquente dans la littérature iranienne ancienne, un triptyque temporel. On commence par envisager ce qui s'est passé dans le passé, ce que l'on appelle le pourva en avestique, aussi le parva dans les inscriptions achéménides. Les inscriptions achéménides les plus longues, les plus circonstanciées, font apparaître une structure tout à fait identique. Darius, par exemple, dans Behistun, commence par parler de ses ancêtres, de ce qui est arrivé avant qu'il soit roi. C'est ce qu'il appelle le Paruvam, le premier, l'antérieur. Puis, ça, naturellement, c'est un document politique, et il accorde une place proportionnellement extrêmement longue au présent, c'est-à-dire présent qui a duré pour lui environ 1 an. Le présent, c'est ce qu'il a fait, la manière dont il a pris le pouvoir et la manière dont il a maté la rébellion. Ça, c'est son présent de roi. Et puis, dans une dernière partie de l'inscription, il se soucie de ce qui sera plus tard, Apama. Donc, il envisage ainsi sa mort et ses successeurs, et les devoirs que ses successeurs devront s'imposer lorsqu'il sera mort. Donc, triptyque temporel dans les inscriptions achéménides, triptyque temporel dans les gathas. Eh bien, ce texte qui, par sa structure strophique, le Homestone, fait un acte d'allégeance envers le texte gathique, et se dispose lui aussi en triptyque temporel grâce à l'insertion d'un passage anthropogonique. Je ferai remarquer aussi, par exemple, que la toute dernière partie du Yasna 9, n'est-ce pas, la partie démonologique pleine, celle-là, c'est uniquement la rhétorique Blaine, 30 à 32, où il est question que Haouma frappe des adversaires, emploie frapper, verbe jan, c'est tuer, frapper, jaidi, frappe, un tel et un tel, surviennent aux abords d'un Yasna 10-2, deuxième strophe, où il est question du coup qui frappe le Haouma pour le pressurer. Car le Haouma est frappé, il est tué pour être pressuré. C'est le verbe jan. Or, dans ce cas-ci, il y a, avant de procéder à un acte qui est tout de même un acte de violence envers le Haouma et ressenti comme tel, puisqu'on le dépouille de son corps en le tuant, eh bien, on retourne le sens du verbe jan en présentant ce coup par anticipation, ce coup qui va frapper Haouma comme un coup que Haouma assène sur les êtres démonologiques.
Cette idée-là, d'ailleurs, n'est pas tirée, n'est-ce pas, je ne le tire pas de mon pouce, elle est bien présente dans l'Avesta, puisque une strophe du Yasnadis nous dit que la plus petit pressurage de Hauma suffit à tuer 1000 démons. Et que, un peu plus tard, dans le texte du Yasna, à l'abord de l'Avesta ancien, lorsqu'il sera à nouveau question, on fera allusion pour une deuxième fois à du pressurage de Hauma, le prêtre, dans les indications textuelles, frappe, n'est-ce pas, le pilon sur le mortier en disant ceci est une arme contre les démons, etc., etc. C'est pour tuer Engamanyu, c'est pour tuer la Drouche, c'est pour tuer les démons. Ça, c'est la phrase qu'il prononce. Le coup de pilon, ce sont les indications liturgiques qui nous le renseignent. Pas. Donc, il y a ici aussi une intention, c'est-à-dire en même temps un retournement magique, pas, du coup du pressurage en coup qui tue les démons. Si ce texte a été ajouté en prélude au Yasnadis qui raconte les diverses phases du pressurage, il y a bien une intention. Donc, l'arrangement du Homestome a certainement été fait avec une pleine conscience du sens du texte, avec la volonté de lui donner des harmoniques particulières, nouvelles même, que le Yasnadis, texte d'accompagnement d'un pressurage, ne présentait pas. Il y a certainement une pensée spéculative qui est à l'œuvre, et littéraire bien sûr, qui est à l'œuvre dans l'arrangement du Homestome définitif tel que nous le trouvons dans Yasna. Maintenant, y a-t-il aussi une attention à l'introduction de ce Homestome élargi à l'intérieur du livre du Yasna? Bien sûr, mais elle est simple, n'est-ce pas? Après les préliminaires que racontent les chapitres 1 à 8, après les préliminaires du sacrifice, les invitations faites aux dieux, l'introduction dans le monde sacré des différents éléments du sacrifice, l'annonce des offrandes aux dieux et l'affirmation qu'on va procéder à un sacrifice, eh bien c'est la phase logique des choses, n'est-ce pas? C'est la préparation d'un hauma que l'officiant va boire une première fois pour exalter sa pensée, et puis une deuxième fois pour faire part de son espoir eschatologique.